Une affaire de maison hantée. Quand on en entend une, on a l'impression de toutes les avoir entendues. C'est bien évidemment faux, les différences se font dans les détails, mais pour le cas d'aujourd'hui, les similitudes avec la célèbre maison prétendument hantée d'Amityville nous permettront d'élargir nos réflexions. C'est parti pour un cas classique mais terriblement prenant, la maison hantée de Lowe's Cottage. Direction l'Angleterre, à Upper Mayfield. Nous sommes en mai 1994 et le couple Smith, Andrew un ouvrier et Josie une infirmière, décident d'acheter Lowe's Cottage. Comme son nom l'indique, c'est un cottage, une maison de campagne qui est un ancien corps de ferme de 250 ans que les Smiths achètent à moitié prix car la bâtisse a besoin d'être réparée. Le couple emménage, mais bien vite, le cauchemar commence. Les Smiths ressentent des frissons, constatent des chutes brutales de température, ainsi qu'une étrange brume au niveau du sol de leur domicile. Une nuit, Josie est réveillée. Elle ne parvient pas à se rendormir, car une terreur inexplicable la plonge doucement dans un état de panique. Puis, elle ressent une pression sur sa gorge, comme une corde qui tente de l'étrangler. Pourtant, il n'y a personne, et voilà que la force invisible retire les couvertures du lit. La manifestation disparaît, et avec elle, la tranquillité de Josie qui ne parvient pas à fermer l'œil. Son mari, qui vient d'assister à la scène, est lui aussi effrayé. Vers 20h, une autre nuit, Josie, qui est dans la cuisine, voit l'apparition d'une jeune fille. Selon elle, sa robe et sa jupe datent du 19e siècle. Mais ce qui la trouble d'autant plus, c'est que la silhouette est à moitié opaque. Josie peut littéralement voir la fenêtre derrière laquelle la femme se tient. Une autre nuit, c'est Andrew qui voit leur machine à écrire vibrer et être projetée loin de la table. Les semaines, elles deviennent insupportables. Alors le couple décide de faire venir un certain Peter Mockford. Il est révérend et vicaire de Blurton et il est appelé pour bénir la maison. Pendant la cérémonie, une grande lumière vive inonde la pièce. Est-ce un signe surnaturel? Peut-être sont-ils enfin délivrés? C'est en tout cas ce que croit Andrew, pour qui la propriété semble bien plus lumineuse. Alors que le couple espère enfin dormir paisiblement, le soir même, de la musique se fait entendre sans raison. La maison demeure hantée. Des journaux s'envolent, des bougies bougent toutes seules, et cette insupportable sensation de présence permanente est toujours là. De plus, une apparition inexplicable qui a l'allure d'un enfant à tête de cochon aux yeux rouges est souvent observée par les Smiths. Ils discutent alors avec des habitants du coin pour essayer d'en savoir plus sur la propriété rachetée. Selon eux, une légende tenace court sur leur maison. Dans les années 1860, une laitière du nom d'Helen Haring vit dans la propriété avec son amant, un certain Joseph Phillips. La légende raconte qu'Helen a été assassinée par son employeur et est morte dans la cave, qui est maintenant la cuisine de la maison. Le récit dit ensuite que quand Joseph a appris le meurtre d'Helen, il s'est pendu, terrassé par le chagrin, juste à côté de son corps. Selon les Smiths, ils auraient vérifié les registres de la ville qui leur a confirmé que le couple existait. Les Smiths décident alors de ne pas en rester là. Ils embauchent Tony Dawson et un autre enquêteur du paranormal pour filmer leur maison, dans l'espoir d'obtenir des preuves d'une activité inexplicable. These are candles apparently moving of their own accord. They've been placed there by visiting ghost hunters from Ashbourne. There was cold spots in certain parts of the room. You could definitely feel some sort of a presence. D'autres gens prennent également parti pour eux. We talked to the Smiths at length, both separately and individually, over those 5 visits. And it seemed that what they were actually relating was genuine. L'affaire commence à se faire connaître et les médias s'en font écho. I was lying in bed one night, I was fully awake, and the duvet just started to lift up, and then my nightdress started to slide up my leg. What's running through your head when that's happening? Well, I was just stunned. I thought it's just another thing. I constantly lived on the edge, wondering what was going to happen next. Now, I don't want to appear flippant, but I'm sure people listening to that story will say, Josie, it was your husband. Yeah. Oh, no, I mean, I can fully understand people thinking that. It's a lot to take in, it's a lot to take on board, but I can think of better things to do than make things up like that. You know, we've got a life. I'd be lying
there like that, and it would just sort of rise like that, and you know, there was nothing, you couldn't physically see anything there, but it was just lifted up. And le couple souhaite s'en aller. Lorsque les Smiths tentent de refinancer leur prêt hypothécaire, la banque refuse, affirmant que l'attention des médias avait diminué la valeur de la maison. Dans le même temps, Sandra Podmore, 38 ans, et Susan Melbourne, 40 ans, les sœurs qui, en novembre 1993, leur avaient vendu la propriété, les poursuivent finalement en justice. Les sœurs ont en effet donné aux Smiths 3 ans pour régler leurs dettes, il leur devant encore 3 482 livres sur les 44 000 livres convenus au prix d'achat. Sauf que les sœurs n'ont donc toujours pas reçu le dernier paiement. Les Smiths, furieux et sans argent pour déménager, décident de poursuivre à leur tour les anciens propriétaires en justice, parce qu'ils les tiennent pour responsables. En effet, selon eux, les sœurs leur ont vendu une maison hantée qui devrait donc valoir bien moins que le prix d'achat. Cette affaire prend des proportions énormes, puisque la justice doit alors trancher et déduire si oui ou non le West Cottage est bien hanté par des forces paranormales. Le procès démarre. Les sœurs affirment toutes deux qu'elles n'avaient jamais, des décennies où elles avaient résidé dans la propriété, vécu quelque chose d'inexplicable ou d'extraordinaire qualifié de paranormal. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Nous n'avons jamais rien vu, rien entendu. Rien d'inhabituel ne s'est produit. Il n'y avait rien autour des chambres, et il n'y avait pas d'odeur infâme ou de brume, rien du tout. Pour les sœurs, les Smiths mentent à cause de leurs dettes, pour éviter de payer. Les sœurs croient que les Smiths inventent l'histoire pour obtenir de l'argent et qu'il n'y avait aucune trace du couple Helen Haring et Joseph Phillips, les fameux de la légende prétendument assassinés et morts tragiquement dans les archives. D'autant que, selon eux, ils n'ont jamais eu d'expérience fantomatique au domicile. Les Smiths, eux, affirment le contraire et répètent la même chose que la narration que je vous ai faite précédemment, tirée de leur interview dans l'émission Unsolved Mysteries. De plus, ils s'estiment lésés car ils ne peuvent pas vendre leur maison sans informer les acheteurs potentiels de l'activité paranormale qui se tiendrait prétendument chez eux. Ce qui pourrait faire chuter drastiquement le prix de la maison, rendant sa dévaluation trop importante pour qu'ils se séparent de leurs biens. Et le cœur de l'affaire, il est là. Le simple fait d'avoir mauvaise presse suffit à faire perdre de l'argent, et ça, les Smiths, ils ne l'acceptent pas. Bon alors, qui dit vrai? Les Smiths sont contre-interrogés par Thomas Dillon, avocat des sœurs. Il appuie sur l'argument du mensonge des Smiths qu'ils auraient élaboré afin d'éviter de régler leurs dettes. Il évoque que ces expériences ressemblaient étrangement à des événements décrits dans le livre The Amityville Horror. Madame Smith reconnaît alors avoir lu le livre et vu le film, mais elle nie s'en être inspirée pour inventer des histoires de fantômes afin d'échapper à leurs dettes. Elle précise qu'elle croyait aux fantômes lorsqu'ils ont emménagé dans la maison, mais elle nie souffrir de délire. Sinon, elle ne pourrait pas être infirmière selon elle. Madame Smith rejette catégoriquement la suggestion selon laquelle son histoire était concoctée à partir de films d'horreur et de romans comme moyen d'échapper à leurs responsabilités financières. Vient ensuite le tour du révérend Peter Mockford, le vicaire de Blurton, qui est lui aussi convoqué pour témoigner au nom du couple. Il affirme sous serment que, je cite, « Tout compte fait, il y avait une activité surnaturelle au West Cottage ». Il précise à la cour qu'il avait approché les appels à l'aide des Smiths avec prudence car il craignait un canular ou une errance médicale, mais il avait ressenti les odeurs et observé les murs humides tels que les Smiths les décrivaient. Le procès tient davantage d'une bataille d'opinion, et malgré l'enquête préalable des Smiths, force est de constater que l'enregistrement des enquêteurs du paranormal est trop inconsistant pour jouer en leur faveur. De plus, une équipe de télévision est allée vérifier les fameuses archives de la ville, pour découvrir finalement que les propriétaires étaient de classe moyenne, assez modeste, ils s'appelaient les Frith. Certes, cette famille a bien vécu des drames, mais bon, comme dans chaque famille. William Frith, il a perdu 2 enfants. Sa fille Lucy est décédée à 18 ans, son fils William à l'âge de 8 ans. Les causes sont inconnues, mais mourir jeune n'était pas si inhabituel à cette époque. Aucune mention en revanche de la légende du couple Helen Haring et Joseph Phillips, ce qui confirme bien la vérification précédente des sœurs aux archives de la ville. Le juge Peter Stratton rejette l'affaire. Selon lui, ils ont échafaudé tout ça parce qu'ils sont endettés. Il prend par exemple le fait qu'ils avaient essayé d'organiser une fête d'Halloween dans leur maison prétendument hantée en facturant 5 livres par personne, et il s'appuie également sur le fait qu'ils ont admis en contre-interrogatoire avoir lu The Amityville Horror. Ces 2 ingrédients mis ensemble, selon lui, montrent bien une supercherie.
Le vicaire, lui, est accusé d'avoir fondé son témoignage sur une entrevue d'une demi-heure seulement avec le couple et d'avoir omis de relever les problèmes psychologiques de Madame Smith. La preuve des Smiths a été rejetée dans ce que le juge décrit comme une affaire pleine de, je cite, mensonges et hystérie. Cette maison n'est pas hantée et n'a jamais été hantée, conclut donc le juge avant d'ordonner aux Smiths de payer leurs dettes. Après la décision, le couple a déclaré, je cite, « Nous sommes évidemment très déçus de l'issue de la procédure. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter la décision du juge et nous procéderons sur cette base. » À partir des éléments de l'enquête, le juge pense donc que cette affaire est orchestrée par un couple à la santé psychologique fragile. Les Smiths s'estiment lésés. Depuis la décision de la cour, ils ont déménagé et sont passés à autre chose. Les nouveaux propriétaires de la West Cottage connaissent l'affaire. Jusqu'à présent, rien de nouveau n'a été signalé en ce qui concerne les événements paranormaux. Récapitulons un peu le tout. Les Smiths perdent leur action car le juge estime, en le disant à demi-mot, que le tout est une supercherie inspirée par l'affaire Amityville. Le livre sort en 1977. Le procès se déroule en janvier 99 et est couvert par les journaux de l'époque. Non seulement les Smiths s'attirent mauvaise presse, mais ils se considèrent en plus humiliés par le plaidoyer ainsi que les conclusions du juge. Andrew Smith a conclu par une phrase très intéressante. Je cite. « Il n'est pas question que je fasse subir tout ça à ma famille pour 3000 livres sterling. Car le cœur de l'affaire, il est là. Tout le monde se persuade que le couple a escamoté cette affaire de maison hantée pour échapper à leurs dettes. Sauf que la médiatisation du cas ne leur a rien apporté d'autre qu'une mauvaise réputation, et le fait d'avoir une maison prétendument hantée fait lourdement chuter le prix de la maison justement. Rappelons-nous comment tout débute. Les Smiths subissent selon eux des phénomènes paranormaux. Problème numéro 1, ils n'ont pas réglé leurs dettes aux anciens propriétaires. Problème numéro 2, puisque leur maison est prétendument hantée, il s'agit d'un vice caché qui rend la vente impossible. Ils seraient trop perdants. Les Smiths attaquent donc les sœurs car selon eux, elles connaissent la vraie nature de la maison, tandis qu'elles attaquent également autour des dettes du couple et de leurs mensonges. C'est l'argent qui précipite l'affaire devant les tribunaux. Autour des preuves du couple, le tout est finalement assez mince. Il y a les témoignages, recevables judiciairement, mais qui ne représentent pas des preuves pour ce qui est du paranormal. Vous connaissez mon appel à la prudence autour de ça, j'en ai déjà beaucoup parlé en vidéo. La vidéo, d'ailleurs non appuyée au procès, montre surtout de la pareidolie due à la mauvaise qualité et qui est poussée par un argument d'autorité. Doesn't convince other paranormal investigators. At the end of the investigation, after going through all the evidence, all the paperwork, all the video, all the camera work, all the tape recordings, all the thermometer readings, we spent a good few weeks after going through all that, analysing it all. We came up with absolutely nothing to suggest any paranormal activity or anomalous phenomena. I think it'd be fair to say that, I mean, of all the cases that we've actually done, I think we'd have expected something based on what the clients were saying they were witnessing on the night, but as Annie's just said, we didn't have anything at all night. Et enfin, il y a les symboles religieux, comme la maison soudainement baignée de lumière après le passage du vicaire, qui renvoie aux signes chrétiens. Là aussi, l'interprétation des événements est vue par un prisme chrétien donc. On sait que la croyance influence énormément notre perception des choses, ça s'appelle notamment le vécu mythique. Je vous renvoie à ma vidéo autour du Carabazan où j'explique le terme avec une étude de cas, des sources et des études scientifiques. Bon, les preuves ne sont pas irréfutables. Mais ce qui me touche dans cette affaire, c'est évidemment la souffrance du couple. Le procès a dû prolonger leur souffrance alors qu'ils cherchaient initialement de l'aide. Les doutes autour de la sincérité des Smiths sont divers. La fête d'Halloween qu'ils ont voulu organiser pour tirer profit de leur maison hantée et faire du bénéfice. On manque de détails sur le pourquoi de leur manœuvre, donc difficile de juger car les spéculations sont trop simples et nombreuses à faire. La légende autour du meurtre-suicide dans leur maison. Effectivement, ça n'est pas arrivé. Est-ce qu'ils ont été mal informés ou bien l'ont-ils inventé eux-mêmes pour justifier le procès ou des événements subis? Là encore, c'est spéculatif. Enfin, le mensonge et l'hystérie. Je ne sais pas si les Smiths sont des imposteurs, des victimes de phénomènes paranormaux, ou juste des victimes ayant mal interprété ce qu'ils ont vécu, poussés ensuite dans une machine médiatique et judiciaire qui les a dépassés. Continuons quand même de démêler encore un peu les faits. Si on retire l'interprétation religieuse associée à l'événement, Josie a vu une jeune fille vêtue comme à l'époque victorienne, un enfant à tête de cochon aux yeux rouges, et a même été attaqué en pleine nuit, ses draps tirés, le tout fut d'ailleurs cité pendant le procès. Alors, l'enfant à tête de cochon aux yeux rouges fait immédiatement penser à Amityville. Dans l'histoire vraie, George Lutz a avancé que sa fille Missy avait un ami imaginaire appelé Jody. Dans le livre Amityville, Jody est décrit comme un cochon démoniaque. Le film, lui, va aller jusqu'à le montrer.
Cette image de cochon infernal est quand même très liée à Amityville, et ce seul élément pourrait suffire à faire l'analogie entre Lois Cottage et Amityville. On comprend le raisonnement du juge. Dans les deux affaires, le couple est soupçonné d'avoir élaboré un mensonge autour d'une maison hantée avec de faux témoignages. Des phénomènes qui vont crescendo, l'intervention des religieux, sauf que dans les deux cas, pour les Smith comme pour les Lutz, c'est le malheur au final qui s'abat sur la famille après le procès. Qu'en est-il alors de la nature de cette maison? En faisant mes recherches, je suis tombé sur un reportage YouTube qui suit le nouveau propriétaire, Jim Chilton. Ce dernier, qui ne croit pas du tout au paranormal, a quand même relevé des bruits étranges et des soucis d'électricité dans sa maison. L'enquête menée a montré qu'il y avait un autre mur et des étrangetés dans l'architecture de la propriété qui pourraient orienter les pistes d'explication autour des bruits entendus. Canalisation, bois, résonance qui donne un côté anormal, bruit naturel, etc. Contrairement à ce que la presse indique, nous ne sommes pas, selon moi, dans un Amityville anglais. C'est ce qu'a titré la presse pour vendre des journaux, et c'est ce que je titre moi-même pour faire des vues en toute logique. Ce cas, il reprend les mécaniques classiques de maisons hantées, oui, mais on est quand même dans une configuration particulière. Avec cette maison qui perd son prix de vente à cause de fantômes, cette famille endettée qui se retrouve coincée dans un bâtiment qu'elle souhaite fuir, et ces anciens propriétaires qui réclament légitimement leur dû, au point que tout converge sur un procès chargé de trancher si oui ou non la maison est hantée. C'était en 1999, comme quoi ce genre d'affaires existe encore. J'ai souhaité vous parler de ce cas par rapport aux différents points de vue et surtout à la profondeur de cette affaire. Elle met bien en lumière le plus important dans cette histoire, le cri de détresse d'une famille qui n'est pas crue et qui tente, coûte que coûte, de tourner la page. Pour le reste, mensonge, histoire vraie ou biais interprétatif, c'est à vous de voir. Pour ceux qui me suivent en temps réel, je suis content d'enfin vous retrouver sur des formats plus classiques et je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et évidemment, si vous découvrez la chaîne comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, partager si vous l'êtes déjà et liker la vidéo, hein, ça nourrit l'algorithme, ça nourrit la chaîne, ça aide au référencement, blablabla. C'est quand même important de le rappeler. Je m'en vais maintenant. Salut!